Bonjour et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et nous allons bien sûr revenir sur la quinzaine de folies que nous venons de vivre à New York. Revenir sur le 19e titre du Grand Chelem pour Rafael Nadal, remporté face au Russe Daniil Medvedev, le tube de l'été du tennis mondial. Un US Open de folie grâce aussi à Bianca Andreescu qui a tout juste 19 ans a terrassé l'immense Serena pour gagner son premier tournoi majeur, qui ne sera sûrement pas le dernier. Ce sera notre question du mois. Est-ce que Bianca Andreescu va devenir la prochaine patronne du circuit WTA, mais surtout, est-ce que nous assistons à une révolution dans le jeu pratiqué pour dominer ce circuit WTA ? On fera aussi un point sur nos franchises avec le quart de finale de Gaël Monfils et puis les Françaises. Comment vont-elles à 2 mois de la finale de Fed Cup ? Ce sera dans le coin des Français. Ils sont cernés par la fatigue et le décalage horaire pour dérouler ce beau programme. Je vais être accompagné par ceux qui nous ont fait vivre cette US Open à travers leurs plumes dans les pages du journal L'Équipe. Je parle bien sûr de Franck Ramella. Bonjour Franck. Oui, bonjour à tous. À côté de lui, celui qui a frissonné de tout son corps durant cette finale d'anthologie, Quentin Moinet. Salut Quentin. Salut tout le monde. Et puis monsieur Julien Reboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Allez, en place pour ce 4e numéro d'Air Open. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. « 4h50, c'est le temps qu'il a fallu à Rafael Nadal pour venir à bout d'un Daniil Medvedev increvable tout au long de cet été. 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Pour commencer, messieurs, tout de suite, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre ressenti sur cette finale. Vous y étiez, parlez-nous de l'atmosphère qui régnait sur l'Arthur Ashe Stadium. Commençons par Quentin. Une atmosphère d'inéluctable pendant 2 sets et demi. Même nous, je pense qu'à peu près tout le monde pensait que ça allait se conclure en 3 quand Nadal menait 2-7-0, break dans le 3e. Je veux juste faire un aveu. Je suis allé me coucher à 2-7-0, donc j'en fais partie. Tu n'as même pas attendu le break du 3e, tu es parti à 2-7-0. Même pas. Voilà. Je pense que beaucoup de gens sont dans ta situation. Et puis peu à peu, Medvedev... Alors Nadal fait un très mauvais jeu à 3-2 break. À ce moment-là, on ne se dit pas que ça va tourner. Quand Medvedev prend le 3e, là, ça devient intéressant. Surtout qu'on sent que Nadal commence à avoir un vrai coup de mou physique. Et au contraire de Medvedev qui a changé sa tactique en cours de match et qui paraît de mieux en jambes. Et puis d'un coup, le stade s'excite. Le stade qui était très calme au début commence à chanter Daniil, ce qui est assez étonnant. Ouais. Parce que le stade était plutôt pro-Nadal. Et puis on reviendra sur le début de quinzaine de Medvedev. Bien sûr. Il n'avait pas le public dans sa poche. Et là, on part dans un 5e set totalement dingue où, au contraire, on se dit finalement, c'est Medvedev qui devient presque favori. Nadal n'arrive plus à mettre une balle dedans, il a des problèmes au service. Et là, l'ambiance devient extraordinaire. Le public se remet à être pour Nadal. Et donc, ça crée une espèce d'atmosphère totalement dingue. Le niveau de jeu devient exceptionnel. Le public, voulait que Rafael Nadal l'emporte. C'était comment ? C'est difficile à dire, mais je crois surtout que ce qui a été magique, c'est justement que ce ne soit pas un match entre membres du Big 3. Et que le fait qu'il y ait quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très bien, qui prouve dans un moment pareil qu'on peut résister à Nadal après 2-7 break, et qu'on peut même paraître plus fort physiquement que lui, je crois qu'il y avait un côté à la fois qui a sidéré le public et qui du coup l'a enthousiasmé parce que je crois qu'ils ont pris conscience qu'ils vivaient peut-être un moment historique, pas au sens que ça va changer l'histoire du jeu, mais peut-être un passage de témoin, de relais. Et c'est ce qui a vraiment, à mon avis, provoqué une part de la magie de cet événement. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y avait de la nouveauté là-dedans. Ouais. On ne savait pas... Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça en tennis ? Rafael Nadal avait l'air fatigué, emprunté, au fur et à mesure du match. Franck ? Il était même à genoux à un moment, donc c'est ça qui a mis un truc complètement dingue quand on voit un colosse se mettre à genoux après un point alors qu'il menait 5-2 au 5e. 2 breaks d'avance. Il lui-même savait qu'il n'était pas sûr de gagner, et d'ailleurs Medvedev est remonté à 5-4, et on voit ce titan se mettre à genoux après un échange, et normalement c'est Medvedev qui aurait dû s'écrouler physiquement depuis bien longtemps, on en reparlera, et là il était encore là de manière incroyable. Et là, le public ne savait plus pour qui il était. À un moment, il criait donc Daniil ou Medvedev. À un moment, Nadal. Enfin, les gens étaient transportés par ce spectacle. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils ne savaient plus quoi dire, mais totalement incroyable, en fait. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu Rafael Nadal comme ça, cette image de lui à genoux après un échange, fatigué sur un terrain de tennis. Je crois que c'est la première fois, non ? C'est probablement la première fois, et c'est pour ça que cette victoire-là, il a sans doute puisé des choses qu'il n'avait peut-être encore jamais puisé. Ça me rappelle un peu au niveau de la dépense physique, la finale de l'Open d'Australie 2012. Mais il a 7 ans de plus. Contre Djokovic, il a 7 ans de plus.
Et surtout, mentalement, en plus, il a fallu se battre contre deux choses. C'est-à-dire, bien sûr, quand on mène 2-7 un break et qu'on voit qu'on n'est pas loin de perdre, c'est très dur à encaisser. Et surtout, dans une finale, qu'entre guillemets, il n'avait pas le droit de perdre, puisqu'en gros, c'était l'occasion en or, c'était pas Federer ou Djokovic ensemble. Ouais. Voilà. Donc ça faisait beaucoup de choses contre lesquelles lutter, et il a vraiment été cherché très loin, parce que d'habitude, ces dernières années, on s'est habitué à le voir terminer plutôt blessé le tournoi sur dur. Là, il n'était pas blessé, a priori. D'ailleurs, à 5-2, on s'est posé la question quand il s'est accroupi. Il est resté longtemps. Est-ce qu'il a une crampe? Est-ce qu'il a un problème au genou? On s'est posé la question, d'ailleurs, au jeu de service d'après. Il passe plus une première, donc on se dit est-ce qu'il peut plus vraiment pousser sur les jambes? Il y a vraiment eu un doute à ce moment-là, mais a priori il n'y a pas de blessure, c'est juste qu'il était totalement épuisé. On parle bien sûr de sa domination extrême sur terre battue. Là quand même, il arrive à 4 US Open, il égale le record de John McEnroe. J'ai l'impression que il rentre encore, si c'était possible, il rentre encore dans une autre dimension avec ce titre. Est-ce que c'est pas ce titre-là qui le fait vraiment basculer dans ça veut peut-être être lui, celui qui va être le plus grand de tous les temps. Je pense qu'il faut pas suivre le tennis depuis très longtemps pour penser que c'est un terrien, que c'est encore un terrien. Ça fait tellement longtemps que c'est plus un terrien. Lui-même a cassé cette image-là assez tôt, dès 2008 quand même. Il devient numéro 1 mondial, il gagne à Wimbledon. Mais aujourd'hui, vous enlevez tous les Roland-Garros de Rafael Nadal, il a une carrière qui est au-dessus de Becker, au-dessus de Edberg, et qui a la même carrière que John McEnroe. John McEnroe, c'est un génie du jeu, c'est 7 grands chelems, comme Nadal en dehors de Roland-Garros, avec même plus de finales pour Nadal sur les autres cours que Roland-Garros par rapport à McEnroe. Donc c'est des choses qu'on oublie peut-être, mais... Et 10 Master 1000 sur dur, bien 47 finales sur dur. Bien sûr, alors le débat du GOAT, on peut toujours le faire ou pas le faire, ça dépend, on peut y mettre de la mauvaise foi ou pas, on peut choisir les critères qu'on veut. Oui, exactement. Mais effectivement, c'est en tout cas très loin d'être un spécialiste de terre battue, point barre. En fait, j'ai l'impression qu'on sort de la finale de Wimbledon gagnée un petit peu par miracle par Djokovic. Là, on parle que de Djokovic. Nadal gagne l'US Open. Ça y est, on se dit, ça va être lui. Et même, Antoine, en remontant un peu plus tôt, je pense qu'au lendemain de l'Open d'Australie, avec la démonstration de Djokovic, il y a des gens qui pensaient au Grand Chelem. Exactement, on pensait qu'il allait écraser la saison. Voilà, et c'est lui qui aurait fini à ce moment-là à 19 Grand Chelem cette année. Et on voit bien, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ils sont pas tout le temps en forme en même temps, mais il y en a toujours au moins un qui est là pour continuer à faire vivre l'hégémonie de ce trio complètement dingue. Et alors, il faut jamais s'arrêter à l'instant, parce que peut-être que Nadal en fait est blessé, on le sait pas encore, il sera peut-être forfait pour l'Open d'Australie, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ils prennent à chaque fois le relais l'un de l'autre, les uns des autres, et ça laisse pas beaucoup de place aux autres. Moi, j'ai peut-être une lecture là sur le fait que Nadal soit bon à l'US Open. Alors d'accord, il y a plein d'années où il a fini blessé, où il n'a même pas joué, ou voilà. Mais sinon, est-ce que c'est le dernier grand chelem de l'année, les organismes sont épuisés. Franck, est-ce que c'est pas parce que tout simplement, Nadal, c'est le plus fort physiquement, qu'il a autant de succès à l'US Open? En tout cas, depuis 2008, il en a 4 et Federer 0 à l'US Open. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un truc, quand on réfléchit bien, qui veut pas dire grand-chose, mais qui montre que tout est possible avec lui. Alors, est-ce qu'il est plus fort physiquement? Oui et non, parce qu'il a quand même manqué 9 grands chelems sur blessure. Alors, quand il est à fond, je pense qu'il donne tout, parce qu'il sait que c'est son dernier tournoi, parce que Bercy, il s'en fout un peu. Le Master, c'est le seul qu'il a jamais gagné, qui gagnera peut-être jamais. Ouais. Et qui termine sa saison et qui veut être en pleine forme pour rentrer à Majorque, et est super content de savourer ces derniers 3 mois. Et juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que c'est plus du tout le meilleur physiquement. Ok. Déjà Djokovic pour moi est au-dessus physiquement. Ouais. Quand ils s'affrontent, il n'y a pas que la dimension physique, mais physiquement pour moi Djokovic est au-dessus de lui. Je suis à peu près certain qu'il est plus fatigué que Medvedev dimanche. Ok. J'ai aucun doute là-dessus à la limite. Et par contre, ce qu'il continue à avoir en lui, qui est complètement dingue, c'est cette faculté à mettre l'intensité mentale qui à la fois masque peut-être sa fatigue physique et lui permet de passer au-delà de tous ses adversaires en Grand Chelem quand ça commence à durer. Ça nous permet de faire un petit point global sur le Big 3. 19e Grand Chelem, c'est indéniable, bien sûr, il se rapproche de Federer. On a vu qu'il est capable de gagner encore à l'US Open. Il a fait aussi les 2 demi-finales. Donc cette année, il gagne 2 Grands Chelems et 2 demi-finales. Il est numéro 1 à la race, donc c'est assez impressionnant. Une finale même, Australie. Ouais. Voilà. Une finale, une demi-finale exact. Et 2 titres. Vous pensez qu'il peut encore en gagner combien à Roland-Garros? Parce que c'est là qu'il est où il a le plus de chances d'en remporter. Et les 2 prochains, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas encore favori pour Roland-Garros, a priori. Après, on ne sait jamais, il a toujours ses crises de confiance. C'est tout. Faut se méfier, ça va tellement vite. Il a pris des séries de défaites contre Djokovic. Il perdait parfois sur terre battue, 4 fois de suite.
Il faut les laisser vivre entre eux. Ils vont et viennent, ils se défient, ils se relancent. Là, on dit que Federer est relancé de manière peut-être inconsciente pour repartir, pour tenter d'en avoir un de plus. Que Nadal, pourquoi pas, est relancé parce il voudra en avoir 21 et Djokovic doit se mettre très en colère parce qu'il va en avoir 22. Non, mais c'est vrai qu'ils sont incroyables parce qu'ils sont partout. En 2019, Nadal a un meilleur taux de réussite sur dur que sur terre. Djokovic, c'est devenu Monsieur Gazon un petit peu. Et sur les 10 dernières années, Federer, il a un meilleur bilan à Roland-Garros qu'à l'US Open. Donc si vous mettez ça dans tous les sens, voilà, ils sont partout, ils sont là. Alors combien il en reste pour chacun bien malin celui qui pourrait le dire maintenant tout de suite. Trop pour tous les autres en tout cas, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup. Wilander disait à la fin de l'US Open qu'il faudrait quand même vraiment que les autres se mettent à gagner des grands chelems avant que eux décident de ne plus en gagner et donc d'arrêter. Parce que ce serait dommage pour le tennis qu'il n'y ait pas ce à quoi on a failli assister là, c'est-à-dire cette passation de pouvoir. Venir les battre en finale, quoi. Transition toute trouvée, on va justement parler de Medvedev qui, lui, a peut-être pris la place du membre de la nouvelle génération, de la Next Gen, comme l'ATP aime l'appeler. On va faire un petit rappel de son été quand même. Finale à l'ATP 500 de Washington contre Kyrgios. Finale au Masters 1000 de Montréal contre Nadal. Vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati en battant Djokovic en demi. Et finale de l'US Open avec cette finale dantesque contre Rafael Nadal. Est-ce qu'il a réussi là où les Zverev, même team qui fait finale cette année à Roland-Garros, mais on le trouve très loin du niveau de Rafael Nadal. Est-ce qu'il a réussi là où les autres ont pour l'instant échoué ? Moi, je trouve que ce serait gonflé de répondre oui tout de suite, parce que bien sûr qu'il vit un été phénoménal. Il est 4e mondial. Il est 4e, mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Je trouve le plus important, c'est sa façon de pratiquer le tennis, tout simplement, qui est vraiment très, très, très différente de tous ceux qu'on a évoqués jusque-là. Ouais. Qui va sûrement, avec la façon dont il joue au tennis, il aura des périodes creuses, parce que on parlera tout à l'heure d'Andreescu, c'est pas comme Andreescu qui a a priori tout en place. Ouais. Lui, c'est très particulier. Il y aura sûrement des trous, encore une fois, des jours où ça jouera très mal, peut-être. Avant d'enchaîner sur Daniil, je crois que Franck voudrait faire un mea culpa. Ah oui, c'est vrai que qui avait dit qu'après cette débauche d'énergie, durant toute la tournée américaine, il allait forcément finir par se planter. Exactement. Eh ben c'est moi. Et, dans l'émission précédente. Donc je suis un bidon total, sauf que non, parce que je pense qu'il s'est surpris lui-même. Effectivement, on a du mal quand on le voit jouer. Parfois, ça ressemble à un jeu très indigeste. On a mal avec lui quand il courbe son revers avec son dos. On se dit ça va pas tenir. Et en fait, c'est comme Nadal. En fait, physiquement, ils adorent ça. Je pense qu'il se régénère de tous ses efforts. Donc, il fallait le savoir parce qu'effectivement, il a des trous physiques énormes parfois. Il a fait une série de 5 ou 6 défaites consécutives sur terre battue. Mais il progresse par palier. Il fallait savoir que ce palier en Grand Chelem, parce qu'il n'avait quand même pas gagné beaucoup de matchs en Grand Chelem, allait arriver maintenant. C'était donc c'est arrivé. De finale en début d'année. Il a toujours pas gagné un match en 5-7. Bon, celui qu'il aurait pu gagner aurait été phénoménal. Donc je n'ai pas dit tout à fait n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que Djokovic et Federer se sont fait éliminer sur blessure avant. Mais le fait est que ce gars-là a une condition physique qui semble absolument incroyable et surtout un mental il a l'air d'adorer ça. Donc ce genre de combat absolument fou. Donc il faut le savoir, je le sais. Je ne dirai plus de bêtises sur Daniil Medvedev, c'est quelqu'un d'incroyable. Et il y a le mental, il y a aussi la mentalité. C'est-à-dire que par rapport à un Thiem ou un Zverev, au niveau personnalité... Ouais, très atypique. Voilà, ça va être génial à suivre parce que là, il a vécu plein d'aventures fabuleuses pendant cette US Open. Et en plus, il parle français, ce qui est très bien pour nous. Exactement. D'ailleurs, pour tous les disciples du dieu Kyrgios, du côté subversif, il y a quand même un gars qui montre qu'il peut se passer des choses sur le terrain avec lui, mais qui montre aussi qu'il y a de l'homme, il y a de l'humain et que c'est pas incompatible avec des grands résultats. Et je trouve qu'avec classe et élégance, on peut se fâcher avec le public, mais on peut aussi se rabibocher avec lui. J'ai plutôt bien aimé cette attitude-là, mais je suis sûr qu'on va en reparler. On parle beaucoup de son physique, on parle beaucoup de sa personnalité, mais même tennistiquement, je trouve ça quand même... je trouve que c'est un petit peu être limitant que de dire oui, il court partout, il ramène tout. Il fait quand même des choses en revers assez impressionnantes. Il a un service, c'est quand même monstrueux. Il y a de la qualité tennistique. Hein, et puis, il sait faire plein de choses différentes. C'est que parfois, il va pousser la balle au milieu, des balles molles bizarres, et puis d'un coup, il va accélérer, il va faire du service volé sur deuxième balle, comme il a fait contre Nadal, sur des balles de break parfois.
Donc c'est très dur de jouer contre lui parce qu'il donne pas de rythme. Enfin, il va donner un rythme à un moment, puis un autre totalement différent quelques minutes après. Et même Nadal, dimanche, c'est un peu perdu là-dedans à un moment, quand il a changé au bout de 2 sets. Et donc je pense que c'est très difficile de jouer contre lui et de rester bon pendant 4-5 heures face à lui. Après, la base de son jeu, c'est quand même ces rallyes-là, parce que mentalement, il propose à l'autre un combat, il dit à l'autre, il va falloir venir me chercher pour faire le point. Et il joue de ça pour parfois, c'est lui qui surprend en fait, par des longs de ligne, il se met à attaquer alors qu'on n'y pense pas. Il n'a pas fait un revers gagnant contre Dimitrov, il en fait 2 contre Nadal en début de match. Enfin, voilà. Mais la base de son jeu, c'est que l'autre sait qu'il va falloir de toute façon chier, entre guillemets, pendant des heures. Même sa gestuelle est complètement à part. C'est-à-dire que s'il débarque dans un club n'importe où en France avec son coup droit, on lui dit attends, on va d'abord t'apprendre un coup droit, on verra après, parce que c'est un geste complètement... c'est un geste d'hélicoptère, ça va pas du tout. Son revers, il tombe dessus quasiment à chaque fois, et pourtant il en a une maîtrise complètement folle. Son service, il lance jamais la balle 2 fois au même endroit. Lui-même ne sait peut-être pas où il va servir jusqu'au dernier moment. Donc pour le relanceur, c'est quand même très très dur à lire. C'est vraiment un tennis complètement unique. Complètement unique. Moi, je trouve dans ce côté un petit peu atypique aussi, quand il y avait des gros plans, vous qui étiez dans le stade, vous allez peut-être pouvoir nous en parler, mais quand il y avait des gros plans, on voit un regard qui bouge pas, qui a une tête, voilà, il reste stoïque. Mais je sais, j'ai eu des échos, comme quoi il est capable vraiment de s'énerver avec son coach sur le terrain. Il y a une interaction entre eux. Et alors, bien sûr, ils ont passé énormément de temps cet été ensemble. Donc, il a dû s'en passer des choses et ils en ont vécu des émotions. Mais j'ai l'impression qu'il y a c'est un feu glacial un peu, ce gars-là. Est-ce que vous avez eu la même interprétation ? Et il y a évidemment 2 personnages totalement différents. Alors c'est souvent le cas en tennis. Oui, bien sûr. On en connaît beaucoup, notamment chez les joueurs français. Mais il y a sans doute chez lui une connaissance et une compréhension de lui-même qui est supérieure à ceux qui n'y arrivent pas encore justement à gérer les différences de comportement entre le court et les coulisses. Lui, évidemment, sur le court, il a des moments où il est complètement en perte de son contrôle. Et il y a eu, alors je ne sais pas si on va revenir un peu en détail sur ce match complètement fou contre Lopez, où justement tout est déclenché par une réaction agressive, largement au-dessus de la moyenne vis-à-vis d'un ramasseur de balles qui lui tend la serviette. Alors qu'il vient de se faire breaker au premier set par Lopez, et en fait, il lui arrache la serviette des mains, et en gros, il l'engueule. Sachant que je rappelle que les ramasseurs de balles sont des adultes de 30 ou 40 ans. Et c'est à partir de là qu'il s'est passé quelque chose de fou dans ce match. C'est-à-dire que lui, il perdait ses moyens à ce moment-là. Il a voulu adresser discrètement un doigt d'honneur au public en collant sa main contre sa tempe. C'est là qu'a commencé le désamour. L'écran géant a tout de suite remontré la scène, et à partir de là, évidemment, c'est devenu l'ennemi de l'Amérique, et ça a été assez fabuleux parce qu'il y avait des tombeaux de huées qui lui tombaient dessus pendant ce match. Mais il a réussi à se recomposer totalement, à ne pas du tout être dans l'agressivité dans la suite du match. Il en a joué de ça complètement. C'était une sorte de jeu incroyable. Et ça, c'est pas évident. Son discours à la fin, il en joue. Il lève les mains, il demande au public d'en rajouter. Ça a duré 2 matchs. Enfin, ça a duré la fin du match de Lopez, le match d'après contre l'Allemand, j'ai oublié son nom. Köpfer, le mythique, qui est qualifié 8e qualifié 8e de finale. Et après, en quart de finale, quand il passe, là, il calme les esprits. Une sorte de exactement. Ce qui montre aussi une maîtrise globale de l'événement qui est assez marquante. Exactement. Parce que ça n'avait pas du tout l'air du gars qui finalement change d'avis. C'était juste, j'ai digéré moi aussi ce qui m'est arrivé avec vous. Je suis pas parfait, voilà. C'est ce que j'ai aimé. Il y avait pas une contradiction, il y avait juste une évolution dans son ressentiment. D'ailleurs, on ne l'a pas vu du tout s'énerver, donc ça montre un progrès énorme, à part ce match, une petite crisette contre Lopez. Et quand on parlait avec son entraîneur, donc français, il faut le nommer, Gilles Servara, lui, il dit que c'est le 2e match que personne n'a vu. Il a crampé contre Dolien, et il paraît que c'était très chaud. C'est pour le coach le match le plus compliqué à gérer sur le terrain. Sinon, il ne s'est jamais énervé pendant la finale. On ne voit plus du tout le comportement effectivement un peu excentrique parfois de ce Medvedev sur le court. Ce qui est incroyable, c'est que donc il crampe au 2e match, il perd plusieurs sets dans la première semaine, et malgré ça, on a l'impression qu'il physiquement il est incroyable encore en finale. Ouais, il a réussi après avoir joué 22 matchs en un mois, à se régénérer pendant la quinzaine. C'est intéressant ce que tu dis, Franck, sur en général d'ailleurs. Mais là, je me reprends sur le cas de Medvedev. Je me dis que là précisément avec ce qu'a dit Gilles Servara, le coach de Medvedev, c'est que
on va garder la finale de Medvedev, mais dans un parcours, le coach, lui, va garder c'était le deuxième tour contre Délien. Voilà. Lui, c'est ça qui va revenir. C'est intéressant parfois la différence de point de vue. On va passer à la question du mois tout de suite. Ce mois-ci, on va revenir sur le phénomène Andreescu dans le tennis féminin. L'avènement de cette joueuse, elle est aujourd'hui 5e mondiale. C'est la première joueuse canadienne qui a été formée de A à Z par la nouvelle équipe française à la direction de Tennis Canada, sous la houlette de Louis Borfiga. On se disait avec Osaka qu'on tenait la nouvelle star. Elle a gagné 2 grands chelems, était numéro 1 mondial. Aujourd'hui, la nouvelle star, c'est Andreescu. Est-ce que vous voyez les différences entre ces deux joueuses? Je parle dans les parcours. En gros, est-ce que vous voyez Andreescu durer à ce niveau-là, Quentin? Franck voulait intervenir. Alors Franck, si, j'avais pas vu. J'ai vu un doigt se lever. Non, je lève le doigt pour parler d'Osaka parce que la différence est énorme entre le naturel qu'on a l'air de voir derrière le phénomène Andreescu et ce qui se noue derrière Osaka, qui est complètement, d'une certaine manière, incroyable. C'est-à-dire dans la manière dont on fait de Osaka une sorte de produit marketing. C'est vrai que quand on la voit arriver aux conférences de presse, où elle a le casque, c'est complètement, les badges partout. assez fou, et ça d'ailleurs ça la tue progressivement. Elle a ce côté japonais qu'on lui donne alors qu'elle l'a, mais qu'elle l'avait jamais revendiqué pour aller prendre de l'argent sur le marché japonais. C'est devenu une sorte de produit marketing, enfin je ressens ça comme ça, et elle a perdu cette joie de jouer, cette pression incroyable qui fait qu'elle recule au fil des semaines. Ok. Et que, voilà, je laisserai la parole aux autres pour parler d'Andreescu, mais qu'on ne ressent pas du tout, en tout cas chez Bianca Andreescu. Je suis pas tout à fait d'accord. Andreescu, elle a ce côté très cool quand elle parle en conférence de presse et tout ça, mais moi je trouve que c'est déjà très contrôlé. Elle dit déjà souvent les mêmes choses. Bon, peut-être parce qu'on lui pose toujours les mêmes questions aussi, je sais pas. Mais remettez-vous en question. Voilà, peut-être aussi. Mais le côté marketing de Osaka, je pense s'il n'est pas encore là, il va être aussi très fort chez Andreescu dans les prochains mois. Et par contre, je ne pense pas que ce soit un souci forcément pour sa carrière. Je pense qu'elles n'ont pas le même rapport par rapport à ça, en tout cas. Il y a peut-être aussi une différence de capacité de gestion de ces attentes. Aussi, et ça peut complètement rentrer en ligne de compte. Mais je parle en termes... Est-ce que tennistiquement, en termes de niveau de jeu, parce que moi j'ai mon opinion, mais vous avez vécu cette quinzaine, donc je vous pose la question, est-ce que Bianca Andreescu, ce qu'elle propose tennistiquement, c'est quelque chose qui peut la faire durer au sommet du tennis mondial? Une autre différence avec Osaka, à mon avis, c'est qu'il y en a une qui aime beaucoup plus jouer au tennis que l'autre. Ah ok, d'accord. Osaka répond plus à des critères du tennis féminin des 20 dernières années, c'est-à-dire on tape fort, on déborde l'adversaire plutôt à plat. Je suis désolé de l'expression, elle est peut-être pas très jolie, mais Andreescu, ça pue le tennis. C'est quelque chose de... Tous les coups qu'elle fait, on a confiance en elle, même si elle les rate, c'est pas très grave. On regarde ça, elle recouvre ses balles. Il y a quelque chose de ressenti dans tout ce qu'elle fait et qui est très agréable à suivre et à regarder. On comprend ce qu'elle veut faire, je suis d'accord avec toi. On comprend ce qu'elle veut faire. Encore une fois, quand elle rate, c'est pas grave parce qu'elle avait raison de tenter ça, et ce qu'elle fait est juste, et ce qu'elle fait est dérangeant pour les autres parce que justement, elles ont sans doute été trop habituées à devoir uniquement contrer la puissance adverse et pas à jouer avec des angles différents, des effets différents, des hauteurs différentes. Et c'est pas les mêmes adaptations. Techniquement, ça demande un travail différent aussi parce qu'on fait pas 2 fois le même coup. Bien sûr. Et elle propose quelque chose qu'on voyait pas si souvent. Alors Barty aussi propose des choses différentes. Et il faut pas non plus tomber dans le piège inverse, c'est-à-dire que toutes les filles jouaient comme ça, parce qu'on a eu aussi des joueuses comme Amélie Mauresmo et Justine Henin qui proposaient des variations à une époque et qui permettaient justement de contrer quand même un peu la puissance des sœurs Williams, qui installaient un nouveau tennis à l'époque. Mais Andreescu, qui n'est pas encore terminé au niveau de sa progression physique, qui a même sans doute besoin de perdre un tout petit peu de poids pour être encore plus affûté, qui peut taper plus fort, qui peut améliorer beaucoup de choses, parce qu'on a quand même vu qu'en finale, à un moment donné, elle a commencé un peu à paniquer, elle a fait des fautes incroyables entre 5-1 et 5-5 quand Serena revenait. Elle a beaucoup de choses qui sont perfectibles, et c'est pour ça que, personnellement, je serais surpris si elle dépasse pas les 10 grands chelems dans sa carrière. Okay. Ce qu'elle fait est déjà... Mais à coup pas dans 10 ans. Voilà, on refait une émission dans 10 ans. Et... on sera là.
Et non, franchement, je pense que c'est une catégorie largement supérieure au Barty, aux Osaka. Ah oui, c'est supérieur à ces joueuses-là. Selon moi. Ok, d'accord. Justement, est-ce que, Julien a commencé un petit peu à répondre à cette question, mais est-ce qu'on assiste à un petit renouveau dans le tennis féminin? Je parle dans les styles de jeu avec des Ashley Barty, même Kasatkina, alors dans une moindre mesure, mais je trouve Alep. que Alep aussi, exactement, je trouve que la concurrence s'adapte et s'est adaptée un petit peu à Serena Williams, qui a bien sûr dominé le tennis d'une façon, avec sa puissance, avec et dans ma bouche, c'est pas un gros mot, hein. Je trouve que Serena est la plus grande, bien sûr, championne et même sportive de tous les temps, mais je trouve que du coup les filles qui arrivent et qui veulent aussi essayer de détrôner Serena, eh bien elles arrivent avec d'autres solutions, plus que par exemple des Sharapova ou d'autres joueuses qui elles ont essayé ont gardé leur tennis, ne se sont pas adaptées. Eh ben on voit ces nouvelles joueuses qui arrivent avec un peu plus de main, un peu plus d'angle et un peu plus de hauteur. Est-ce que tu as eu ce sentiment, Quentin? Oui, après, on a cité Kasatkina, Barty, Alep, Andreescu. Il n'y en a pas non plus encore beaucoup. Peut-être que ça va venir. Justement, peut-être que le modèle Andreescu va en amener d'autres. Mais on peut citer Stephens qui a gagné l'US Open il y a 2 ans dans un style tout en puissance. Keys qui fait finale. Enfin, il y a aussi encore énormément de joueuses en puissance qui gagnent des tournois. Osaka, évidemment. Donc, je ne suis pas sûr que pour l'instant, on ait franchi totalement quelque chose. Sûr. Après, évidemment, on avait parlé avec Sylvain Bruno, le coach d'Andreescu, C'est bien qu'Andreescu. qui, dès il y a plusieurs années déjà, avec Andreescu, allait voir des matchs de garçons pour lui montrer ce qu'elle était capable de faire, de jouer différemment. Ça a été une vraie démarche de leur part dans leur formation. Voilà. Parce qu'il avait vu chez elle cette capacité à faire autre chose, justement, techniquement, que de jouer en puissance à plat. Et donc, il y a cette démarche-là. Donc, peut-être que ça va amener plus d'entraîneurs à avoir cette démarche-là avec des jeunes joueuses. C'était en tout cas l'impression de Luigi Borfiga samedi soir après la victoire, c'est qu'elle va changer la manière de voir des formateurs aussi, qui vont comprendre qu'on n'est pas obligé, encore une fois, d'avoir des joueuses qui cognent partout et surtout droit devant elles. Et que ça, il faut l'apprendre quand même très tôt. Après 15-16 ans, c'est peut-être un peu tard pour commencer à jouer avec toutes ces variations. Ça va nous permettre de faire un petit point sur le tournoi de Serena. Et moi, il y a 2 aspects que je voudrais aborder. C'est déjà, vous qui avez suivi toute cette quinzaine et que vous avez vu la finale, et en plus on lisait notamment dans l'équipe que Serena arrivait en gros sur les 3 dernières finales qu'elle a eues dans les grands chelems. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou tout n'était pas en place. Là, on avait l'impression, selon les mots de Patrick Mouratoglou, qu'elle arrivait en forme, que tous les voyants étaient au vert. Est-ce que vous avez trouvé que son niveau de jeu pendant la finale était moins bon comparé aux 14 derniers jours? On ne peut pas effectivement pulvériser Svitolina sans se dire qu'effectivement elle est à un très bon niveau. Et effectivement, elle avait un moins bon niveau. Elle commence très mal son match. Il y a un syndrome. En fait, je pense pas que ça puisse être exclu du tout. C'est même une évidence. Alors, ce qui était très, très surprenant dans les mots de son coach, Patrick Mouratoglou, quand tu lui as demandé, c'est qu'on lui a demandé est-ce que vous avez fait une préparation différente des autres finales, puisque quand même vous restez sur une mauvaise séquence. Et lui-même a dit que non. Donc, ça peut paraître surprenant, puisque nier le problème n'est pas effectivement la meilleure manière de l'affronter, à moins qu'ils estiment qu'il n'y ait pas de problème. Comme elle-même, Serena Williams, avouait qu'elle ne se retrouvait pas elle-même dans une finale de Grand Chelem, elle doit être confrontée à ce genre d'émotions, de pression. Elle devrait écouter Nadal, qui a dit que... Alors, est-ce qu'il faut toujours croire ces grands champions, mais que lui n'était pas... Il était dans ce plaisir de jouer et qu'il ne voyait pas à midi à 14h. Il jouait pour gagner le match. Et le Grand Chelem, il ne pensait pas au 20-21. Ça, j'ai du mal à y croire. Oui, mais en tout cas... Ça a l'air de prendre la tête à cette histoire de 23. D'ailleurs, il faudrait lui dire qu'il faudrait dépasser, parce que si elle est égale, ça sera jamais assez bien. Donc, il faudra dépasser. Donc, on s'en sort plus. Qu'elle regagne, si ça lui fait plaisir. Mais voilà, quoi. Il y a un problème en finale. Et pour répondre à ta question, je crois que ce qui nous avait marqué sur place, c'est sa qualité de déplacement, notamment en quart et en demi. C'était bien mieux que sur les tournois du Grand Chelem précédent où elle avait atteint la finale. Et sur la finale elle-même, ce qui est peut-être qu'il y a eu une forme de tension, mais en tout cas, il n'y a pas eu une forme de craquage comme sur les finales d'avant. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant quelque part. C'est-à-dire que là,
Elle n'a pas paru péter un plomb, mais elle a été largement dominée tennistiquement. Alors évidemment, il y a une réaction de championne qui la reporte à 5-5 dans la deuxième manche et qui lui évite un 6-3, 6-1 en finale de Grand Chelem qui aurait été quand même Ça aurait été un assez petit peu violent. embarrassant. Voilà, surtout après une finale de Wimbledon qui lui avait vite filé entre les mains aussi. Mais c'était plus lié au tennis lui-même. Est-ce que c'est pas plus inquiétant ? Alors après, la vraie question qui va se poser pour elle maintenant, c'est sa faculté à garder sa forme physique de cette US Open, parce que si elle trouve pas la bonne carburation dans son planning avec les tournois à jouer entre maintenant et l'Open d'Australie, parce que parfois sa saison s'arrête à l'US Open. Oui. Donc, à son âge, se relancer au niveau compétition, gestion des moments importants, c'est pas évident. Donc là, son programme va être important pour sa faculté à enfin aller chercher le 24e à Melbourne. Et d'autant plus qu'elle avait expliqué après Wimbledon qu'elle avait besoin de jouer des finales hors Grand Chelem pour justement retrouver ce côté final, cette pression à part en finale. Elle a failli le faire cet été à Toronto, pardon. Mm-hmm. Sauf que elle a joué 3 jeux, elle était blessée, donc elle n'a pas pu réellement disputer cette finale. Et donc ses limites physiques, forcément à son âge, 38 ans dans quelques jours, les genoux qui coincent souvent, le dos, l'épaule, le pectoral droit l'année dernière à Roland-Garros. Et donc forcément, elle a moins cette capacité d'enchaînement. Et donc ce programme-là, dont elle aurait peut-être besoin pour retrouver son meilleur niveau et pour à nouveau s'habituer à ces finales si particulières, elle ne peut pas le faire pour l'instant. Après, il y a une question de niveau aussi. Évidemment, c'est une grande championne, mais forcément, elle a dû baisser d'un ton ou d'un demi-ton. Elle fait moins peur aussi. Elle fait moins peur. Et on constate qu'elle a souffert contre McNally. Elle a donc perdu contre Andreescu. Donc, des joueuses qui la mettent à 5 mètres de la balle, elle perd. Petite parenthèse McNally, on se régalera bien aussi avec cette joueuse qui joue très différemment des autres, qui fait du retour volé même de temps en temps. Ce sera très chouette dans les années à venir. Donc à suivre. Ça nous permet de passer tranquillement dans la troisième partie de cette émission. Le coin des Français, on va bien sûr revenir sur le quart de finale de Gaël Monfils, qui fait une belle saison, il est toujours là. Alors, il avait dit qu'il pensait toujours avoir ce qu'il fallait pour gagner un jour un Grand Chelem. Je trouve qu'il a montré un niveau de jeu très intéressant. Peut-être à nuancer aussi avec un tirage assez clément ou un tableau assez clément durant cette US Open. En fait, j'ai envie de vous poser la question sous cet angle-là. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C'est-à-dire, est-ce que ce quart de finale veut dire que oui, ok, il a encore le niveau de jeu, alors pour faire un résultat en Grand Chelem, il montre que oui. Mais pour aller chercher un Grand Chelem, ou alors, à moitié vide, mais il était en quart de finale contre Berrettini, alors il a failli l'emporter, mais il n'y avait pas un des membres du Big Three, donc ça pouvait représenter une occasion. Voilà. Comment vous voyez le tournoi de Gaël Monfils à l'US Open, Quentin ? Moi, quand j'ai vu la finale dimanche, je me suis dit qu'il en était quand même très loin de ce niveau-là, malgré tout, même s'il fait effectivement une belle quinzaine. Et il y a quand même, pour moi, ce goût d'inachevé de perdre contre quelqu'un, évidemment, qui était en très grande forme, Berrettini, mais contre qui il avait largement les moyens de gagner. Alors, il a eu ses difficultés liées à l'humidité peut-être, il a eu un gros coup de mou physique pendant le match, il se reprend. Mais c'est un peu toujours comme ça avec mon fils, il y a des moments où il est plus du tout là. Puis d'un coup, il va amener le public avec lui, il va être exceptionnel pendant 30 minutes, mais en fait, ça va le tuer pour la fin du match, il aura plus de jambes sur la fin du match. Donc il y a toujours ces deux côtés avec lui, et moi je pense qu'il est peut-être à sa limite malgré tout. S'il a jamais gagné de Grand Chelem jusqu'à aujourd'hui, c'est pas non plus pour rien. Il a cette limite-là peut-être au plus haut niveau, sur l'enchaînement des matchs à plus haut niveau. Moi, je suis plutôt côté verre à moitié vide. Franck ? Il a un bilan en Grand Chelem, c'était son objectif. Et son bilan en Grand Chelem de l'année, de son aveu à lui aussi, est mauvais, quoi. Il perd contre Fritz très tôt à l'Australie. Il perd contre Thiem en faisant un match très moyen, disons. En tout cas, il n'était pas à la hauteur du rendez-vous à Roland. Ok, il est blessé à Wimbledon. Et là, évidemment que tout le monde le voyait vainqueur de Berrettini, parce qu'effectivement, si on ne bat pas Berrettini, aussi bon soit-il, à ce moment-là de sa carrière, il a beaucoup plus d'expérience. Berrettini lui donne le début de match, Berrettini le relance en fin de match. Gaël, tu dois gagner. Et il fait des jeux, des fois incroyables. Alors effectivement, il se relance, il fait le spectacle, tout le monde l'adore, et donc on l'aime bien pour ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est vrai, quoi, voilà. Mais qui est vrai aussi dans ses travers. Il les assume, hein. Il dit qu'il fait des mauvais choix. Alors contre Shapovalov, au début du match, il monte tout d'un coup à la volée, on ne sait pas pourquoi. Et contre Berrettini, le fameux 6e jeu du 5e set, il revient d'un break.
Et il fait un jeu, il monte tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il perd ce jeu en montant au filet. Alors lui-même a dit c'était des mauvais choix, je les assume. Donc il est clair avec lui-même. C'est vrai que ça aura toujours été Gaël Monfils. À un moment donné dans sa carrière, quand on devait refaire un papier sur Gaël Monfils, on disait mais pourquoi ? Parce que Monfils, parce qu'on n'en avait plus d'autres explications. Un coup, c'est le secret, il faut pas savoir avec qui il travaille. Un coup, c'est porte ouverte. Un coup, c'est non, je parle pas de mes objectifs. Un coup, c'est oui, je veux gagner un grand chelem. Et c'est pareil sur le court, en fait, contre Berrettini. À un moment donné, il est amorphe. Et puis après, tout d'un coup, comme disait Quentin, il devient surexcité. Ça devient un warrior, mais il peut pas tenir non plus comme ça. Il y a aucune solution, aucune des deux solutions n'est bonne. Et j'ai l'impression que lui, c'est son positionnement global qu'il a jamais réussi à vraiment stabiliser, que ce soit dans sa planification, dans ses périodes d'entraînement et dans ses matchs, parce que ces matchs, ils ont plusieurs visages aussi, comme lui. Et pareil, ces déclarations, lui le voit à moitié plein, le verre. En tout cas, il dit qu'il le voit à moitié plein. Est-ce qu'il le voit vraiment à moitié plein ? Qui peut vraiment le savoir ? Est-ce que ce qui s'est passé à l'US Open va lui donner envie d'aller chercher plus loin après ? Ou est-ce qu'il va continuer à osciller entre plusieurs attitudes parce que le tennis qu'il pratiquait en mars à Indian Wells, personnellement, je ne l'avais jamais vu aussi impressionnant. C'est-à-dire qu'il avait l'air imbattable. Et puis tout d'un coup, il est forfait avant son match contre Thiem parce qu'il s'est refait mal. Oui, il y a ça aussi, c'est qu'il y a quand même un enchaînement de blessures. Et là, il se refait mal à Wimbledon. Il manque clairement de physique pendant la tournée nord-américaine. Même son entraîneur disait qu'ils n'étaient même pas sûrs à un moment de savoir s'il allait pouvoir disputer cette tournée. C'était même pas sûr, justement, après Wimbledon. Donc, il a aussi alors, est-ce que c'est de la malchance? Je sais pas, mais il est toujours stoppé quand ça commence à aller bien. En début d'année, Dubaï, il est très fort. Rotterdam, il est très fort. Et il est stoppé à chaque fois. Donc, mais malgré tout, donc 12e, 13e mondial, donc avec tous ces niveaux de jeu moyen exceptionnels. C'est en fait le plus fort des Français depuis longtemps, avec tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il peut faire. Mais c'est pas le plus fort en termes d'optimisation peut-être. Son gars a un plus grand palmarès que lui. Meilleure carrière pour l'instant. Pour l'instant. Les Françaises qui sont à 2 mois de la finale de la Fed Cup contre l'Australie. Et je voulais qu'on parle un petit peu de Fiona Ferro. On a vu qui a battu Kristina Mladenovic durant cette US Open. Je trouve que on a rarement une nouvelle figure dans le tennis féminin. Là, on l'a. Donc, est-ce que, je sais pas, peut-être Julien a quelques billes sur Fiona? Une fille vraiment intéressante, la tête sur les épaules, pas mal de recul déjà malgré son jeune âge, et puis une façon de jouer aussi un peu différente, avec un coup droit qui est une vraie arme, avec un coup droit qui a une préparation un peu particulière, raquette tamis vers le bas, et apparemment ça rend très difficile la lecture de ses frappes pour les adversaires. On ne sait pas où ça va aller, ça peut partir très vite. On rappelle qu'elle est entraînée par Stéphane Huet. Gaucher qui avait battu Lendl une année à Roland-Garros. Elle manque peut-être encore sur le court d'un peu de je sais pas quel est le bon mot, de niaque peut-être, un petit feu, parce qu'elle est assez sage, je pense, mais il doit y avoir quelque chose en elle qui doit pouvoir l'emmener plus haut, parce que encore une fois, il n'y a pas beaucoup de filles qui ont un coup droit qui pète comme ça. Donc ça va être intéressant, là elle commence à se rapprocher du top 50. Bien sûr. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'elle a à la fois un côté posé et voire très réservé, mais quand on l'a interrogée sur la fin d'année, elle n'a pas hésité à dire qu'évidemment elle voudrait être titulaire en simple en finale de Fed Cup, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu peur de se positionner devant Garcia Mladenovic-Cornet, ou en tout cas au même niveau, puisqu'elle a déjà battu justement dans ce tournoi à l'US Open Kristina Mladenovic, et elle avait battu en finale à Lausanne Alizé Cornet, donc elle a marqué des points au niveau national aussi. Évidemment, Julien Benneteau est venu la voir jouer pendant cette US Open, donc ils ont forcément échangé. Donc c'est intéressant aussi qu'elle n'ait pas peur de dire « moi je veux jouer la finale de Fed Cup en simple, et ça y est, je suis là, il n'y a pas de raison ». Oui, c'est bien, parce que effectivement, il n'y aurait pas de raison qu'elle ne soit pas considérée pour être titulaire. C'est la seule fille qui a une dynamique positive dans le tennis féminin français. Et elle a battu, il me semble, Sam Stosur cette saison, par exemple. Je ne sais pas si Stosur sera sélectionné en simple, mais c'est pas impossible. Oui, ça peut être plus globalement. Est-ce que les Françaises sont quand même pas très favorites pour cette finale en Fed Cup en Australie en plus, Quentin? Déjà en face, il y a Ashley Barty. En plus. Vu la forme des Françaises en ce moment, on se dit que ça fait presque 2 points pour les Australiennes. Pas loin de 3, parce que mais c'est une joueuse de double incroyable. Ouais. Et elle a perdu en finale du double à l'US Open. Donc c'est vrai qu'elle est extrêmement forte aussi en double. Après, il y a toujours cette interrogation sur Caroline Garcia, qui évidemment vit une saison très, très difficile, mais dont les meilleurs matchs ont été en Fed Cup quasiment à chaque fois. Elle a fait un match incroyable contre Alep à Rouen au tour précédent. Donc si elle arrive encore, on ne sait comment, à retrouver ce meilleur niveau à ce moment-là avec le maillot de l'équipe de France, elle est capable de battre Barty et de prendre ses 2 points en simple aussi. Et elle forme un double avec Mladenovic qui est aussi de très haut niveau. Donc pourquoi pas.
Pour finir, donc on va clore ce coin des Français, mais pour finir cette émission, j'aimerais que vous me donniez une image que vous allez garder de cette US Open. On va commencer par Julien. Je reviens encore un instant sur Medvedev parce que la façon dont à la fin de son match contre Lopez, il lève les bras vers le public et en ramenant ses mains vers lui, il montre qu'il est en train de se nourrir des sifflets et que ça lui fait du bien. Ça, c'était un moment super marquant parce que c'est un gamin encore quand même, 23 ans, c'est un gamin. Et face à, je ne sais plus combien il y a de personnes, 11 000 sur ce cours, 15 000 ? C'est sur lequel ? Sur le Armstrong. Bon, c'était pas plein, mais il y avait 10 000 personnes. Il faut un sacré cran pour faire ça et pour le faire sans avoir l'air d'un sale con. Et ça, c'était assez fort. Toi, Quentin, quelle est l'image que tu gardes de ta quinzaine new-yorkaise ? Moi, c'est l'embrouille entre Djokovic et un fan. Okay. Alors, c'était avant son 3e tour contre Kudla, sachant qu'au tour précédent, il s'était fait masser l'épaule gauche. Et voilà, donc tout le monde savait qu'il avait un souci à l'épaule gauche. Et ce jour-là, son entraînement était prévu à 17h. Aucune trace de lui jusqu'à 19h. Donc tout le monde commence à se dire, est-ce qu'il va être forfait ? Finalement, il débarque à 19h sur un des cours d'entraînement à côté du central. Et au bout de quelques minutes, il a à peine commencé sa séance, que quelqu'un du public, juste derrière lui, derrière les grillages, l'interpelle. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit. On a juste entendu ce qu'a dit Djokovic, je vais te retrouver, un truc comme ça, je peux te retrouver quand je veux, un truc comme ça. Donc évidemment quand même très agressif, on sentait quand même une certaine tension chez lui. Et évidemment, 2 tours après, il a abandonné en plein match contre Wawrinka, donc voilà. Donc la tension qu'on pouvait sentir peut-être était justifiée. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Et toi, Franck ? Je vais finir par 2 coups de cœur. Alors, on va revenir sur Gaël Monfils, parce que malgré tout, c'est lui qui a fait vibrer la foule contre Shapovalov et Berrettini, 2 matchs incroyables. Donc, si on aime le sport et qu'on regarde le sport, c'est quand même pour vivre ces moments-là. Donc, merci Monfils. Et le coup de cœur des coups de cœur, l'incroyable Taylor Townsend, dont personne ne parle, mais incroyable histoire d'une fille comme ça qui arrive, mais on ne sait pas d'où elle revient, cette fille, qui est un peu en surcharge pondérale, disons, mais qui fait un jeu. Alors pour le coup, la diversité, de technique, une patte gauche, et qui est montée au filet comme une centaine de fois par match. Elle a battu Alep, mais c'est une histoire de tennis sidérante, donc bravo à elle. Et à la limite, on la voyait même, elle a quand même perdu en 3-7 contre Andreescu, donc c'est vrai. Donc il faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'on aime ce sport. Tout est possible. Et moi, ce que je garde, parce que j'ai le droit aussi d'avoir une image de cette quinzaine, c'est la confirmation de tous les espoirs qu'on met dans Coco Gauff, qui quand même, après un Wimbledon plus que réussi, arrive à confirmer chez elle, encore une fois, avec une maturité exceptionnelle, avec une gestion de la foule malgré ces 15 années. Donc je trouve que voilà, on fait bien d'en parler. Et j'ai aussi mentionné qu'elle est coachée par un Français, parce que bien sûr elle est managée par Patrick Mouratoglou. Le père et la mère sont très présents, mais son coach s'appelle donc Jean-Christophe Forel et fait vraiment du très très bon boulot avec elle depuis le début de l'année. Et Antoine, quand on met bout à bout tous ces joueurs et joueuses qui font des grandes perfs de partout avec des entraîneurs français, on se dit que forcément les joueurs de tennis français, à un moment donné, on va aussi avoir du renouveau et des bons espoirs pour les années à venir. Exactement, les Français ont des bons formateurs. C'est bon, messieurs, vous pouvez aller vous reposer, vous coucher. Vous nous avez fait vivre cette quinzaine avec brio. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour le 5e numéro d'Air Open.